je vous exhorte sincèrement de mettre plus d'énergie pour que tu recouvres d'abord la souveraineté du peuple. Je vous exhorte de conjuguer bisognon sur effort pour enclencher la révolution. Article 64. Et au Kenya, je vois déjà de loin, beaucoup d'entre vous seront déçus. Je vous dis, il y avait un calendrier, il y avait l'argent, mais M. Félix Tshisekedi a décidé de saboter ces élections. Organiser les élections, alors qu'il avait l'argent. Vous pensez que la publication de calendrier rassure la qualité et la tenue des élections? Non. Et là, la Cour constitutionnelle est là pour constater la légalité de la légitimité. C'est-à-dire que la légitimité dont parle la CENI a été constatée conformément à la loi. Moi, je ne suis pas convaincu par les théories avancées par ces gens-là. Je veux juste vous les démontrer. En 2006, on était dans un système à 2 tours. C'est-à-dire que Tokena Kiliboso avec 31 candidats et après Totika il a 2 candidats. La légitimité ne vient que par le fait qu'on a respecté le choix de la population et la personne qui est proclamée élue a obtenu plus de voix. Nous sommes dans la légitimité rationnelle parce que bonsoir Bandeko. En tout cas, merci beaucoup pour la opportunité. Je sais que vous êtes nombreux et à Kolanda cette vidéo où ils allaient justement pour que tu éclaires lanterne. Il y a Bandeko Nabiso en rapport avec le processus électoral. Parce que la question du processus électoral ne doit pas être analysée en dehors de la philosophie des départs. La première des choses que nous devons tous savoir, est comment sommes-nous arrivés à nous lancer dans le processus électoral. Déjà au départ, il faut connaître que la République démocratique du Congo est née démocratique. Ce n'était pas seulement par rapport à l'appellation, mais c'était aussi par rapport à la pratique de gouvernance. Papa Nabiso et Liboso ont été élus. Bazalaki élu par le peuple de manière directe et de manière indirecte. Il y avait des députés. Il y avait des gens qui bénéficiaient du suffrage de la population. Bazalaki Batoyo, Bakoma qui n'a reconduit parce que justement, il y avait des élections. N'oubliez pas que Monsieur Lumumba, Papa Lumumba a qui n'a majorité au Parlement. Et ce Parlement a été constitué des élus. Ce qui fait que la réalité sur le terrain est permettre que Nabango base la majorité. Et cette majorité a permis justement à faire de Kasavubu président de la République. Donc la République démocratique du Congo est un État né à plusieurs phases. Mais la République démocratique du Congo est née démocratique. Alors, il y a aujourd'hui un débat sur le processus électoral. Ensemble avec vous, Togolobela, voilà l'une des preuves. Il y a effectivement un problème, un besoin criant, il y a gouvernance par le fait que l'électricité est comme une locale à exception dans une république, dans un pays où il y a un fort potentiel. Je disais, il y a aujourd'hui un débat
un débat en rapport avec le processus électoral. Et de ce fait, ça demande à ce que tout comprendre le vrai enjeu et la finalité de ce que nous faisons. Premièrement, les élections ont été instituées justement pour mettre fin à la crise de légitimité. Les élections, que ce soit chez nous, que ce soit partout ailleurs, on a organisé les élections justement pour mettre fin à la crise de légitimité. Il faut noter cela. Et très souvent, les gens confondent la légitimité, et la finalité, les buts, les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et opérationnels. Lorsqu'on confond le concept, il est difficile de comprendre ce qui est dit dans la Constitution. La Constitution, le Constitution vous dit que depuis plusieurs années, on a connu des crises récurrentes. Et ces crises ont conduit à la fragilisation des institutions, à la déstabilisation du pays, à la guerre, à toute forme de crise. Oyo ezalaki pezali tilelo na mboka na biso. Et ils ont compris que le problème oyo fandaki makasi, c'était dû par le fait que la population ne se reconnaissait pas na bato bazalaki na pouvoir, ce qu'on appelle la crise de légitimité. Les gens justifiaient leur position par rapport à cette réalité-là. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas ne pas avoir de crise parce que ceux qui étaient au pouvoir n'étaient pas reconnus par la majorité de la population. Ce qui veut dire que la crise de légitimité est due par le fait que les gens accédaient au pouvoir sans le peuple. Ce qui fait que nous avons pu organiser notre constitution. Nous avons pu organiser notre société sur base de cette option-là. La première des choses, nous avons dit dans les dispositions pertinentes de l'article 5 de la Constitution que le peuple est souverain. C'est-à-dire que le peuple décide en dernier ressort. Seul le peuple qui peut transférer le pouvoir d'agir dans l'État. Si ce n'est pas le peuple directement, mais au moins la personne qui a été choisie par le peuple pour que Yeoyo a transférer les autres pouvoirs. Et ce qui a fait qu'il y a aujourd'hui dans notre pays trois modes de dévolution du pouvoir. Il y a Liboso, on peut avoir le pouvoir ancestral. C'est-à-dire que là, il n'y a pas élection. Le père part, le fils les remplace ou la maman part, la fille la remplace. Ça, ce sont des principes qui sont dans notre constitution. Il y a de ceux qui sont nommés. C'est-à-dire qu'ils sont nommés, choisis par des gens qui ont le pouvoir. On leur transfère le pouvoir d'agir. Il y a de ceux qui sont élus. Ceux qui sont élus par le peuple directement ou indirectement par les représentants du peuple. Ce sont là le mode de dévolution du pouvoir. Mais les élections ont été instituées justement pour mettre fin à la crise de légitimité. Pourquoi nous les disons? Lorsque vous prenez l'exposé des motifs de la Constitution, le préambule de la Constitution, les dispositions telles que l'article 5 de la Constitution, l'article 70 de la Constitution, l'article 71, 72, 73, 74 de la Constitution, on nous dit qu'il y a des gens qui sont élus. Sans oublier qu'au niveau de l'article 100, Tigo Matalikolo, là où on parle des députés et sénateurs, on vous dit qu'effectivement, il y a des élections. Alors, le problème maintenant, les alliés, comment alors Tokoki Kosala ba élection et quelle est la finalité à ba élection? Ce qui te comprend de Babilo Kowana, te comprend que le reste est à débat et que ça la plus facile. Et là, dans notre constitution, nous sommes en train de chercher de résoudre le problème et la légitimité. Mais attention, cette légitimité s'est faite conformément à la Constitution. Parce que lorsque vous allez, par exemple, dans les définitions telles que faites par Max Weber, vous allez vous rendre compte qu'il y a trois niveaux, il y a trois types de légitimité. Il y a ce qu'on appelle la légitimité historique. C'est comme un fils d'un chef coutumier qui devient chef coutumier. C'est comme un fils d'un roi, un prince qui devient roi. Ça, c'est la légitimité historique. Parce que la culture de l'État, la culture de cet État
voudrait assez que le pouvoir soit transféré du père en fils. C'est la légitimité historique et la légitimité liée à sang, liée à appartenance. Et cette légitimité est assez instable parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi venir renverser le pouvoir. Voilà pourquoi vous trouvez, il y a des rois qui ont été renversés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, que la France devienne une république. Il y a eu contestation de la légitimité de la personne qui assumait la fonction, justement parce que la population ne s'était pas exprimée. Et ces rois avaient un pouvoir large et pouvaient décider sur l'avenir des autres sans que les autres ne lui reconnaissent ce droit. Là où ça tient, c'est justement parce que cette population en a fait une culture. On reconnaît le pouvoir en la personne du chef parce que cette légitimité est considérée comme légitimité historique, selon Max Weber. La deuxième légitimité, ou le deuxième type de légitimité ou catégorie de légitimité, la légitimité charismatique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sans loi, il y a quelqu'un qui accède au pouvoir, certainement par la force, par la ruse, par sa stratégie. Il accède au pouvoir, et ce pouvoir, il y a là que bénéficier, il a dû par sa bravoure, par ses aptitudes, par son charisme, il accède au pouvoir. Il exerce certainement ses pouvoirs. Il exerce certainement ses pouvoirs et dans l'idée de se maintenir. Or, le fait seulement qu'il a accédé au pouvoir par la force et qu'il doit impérativement, désolé en tout cas, n'appelez pas, les moutons a eu pouvoir. Le fait seulement qu'il a eu pouvoir par la force, il a usé de sa bravoure pour accéder au pouvoir. Eh bien, la vie et à pouvoir dépend, n'est-ce pas, de sa capacité à convaincre les autres, à dissuader les autres à ne pas renverser son pouvoir. Cette réalité-là met à nu une certaine instabilité. Parce que celui qui est fort aujourd'hui ne le sera pas nécessairement demain. Ce qui veut dire qu'on peut le renverser à n'importe quel moment. Ça, c'est les 1. Et puis, deuxièmement, lui-même déjà, le fait seulement qu'il ne sait pas résoudre tout le problème de la population, ceux qui l'ont accepté par sa bravoure peuvent le contester parce qu'ils n'ont pas à manger. Bakoki kolongolaye à n'importe quel moment parce que la vie la légitimité tient par rapport à sa capacité. C'est lui qui viendra après. Si la personne qui vient après est en mesure de convaincre les autres, la population va l'accepter parce que cette légitimité est fournie par une acceptation tacite. La troisième légitimité ou le troisième type de légitimité, c'est ce qu'on appelle la légitimité rationnelle, dixit Max Weber. Max Weber, pour sa part, considère que cette légitimité rationnelle, c'est une légitimité qui est accompagnée par la loi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la loi confère à la personne la légitimité. La loi confère à la personne une certaine légitimité. Mais attention, cette légitimité a double dimension. La dimension sociologique et la dimension légale ou juridique. C'est-à-dire que la légitimité rationnelle, c'est une légitimité accompagnée par la loi. Parce que celui qui est légitime sociologiquement ne peut pas garantir la stabilité de sa légitimité. Je vous donne juste des cas. On peut être élu le lundi parce qu'on est beau. Le mardi, on devient vilain par l'accident, par exemple. Demain, on peut vous rejeter. On peut être élu, on peut être choisi, pardon, pas élu. On peut avoir la légitimité sociologique par le fait qu'on est capable de convaincre. Mais après, on constate que ce que vous avez dit, vous n'êtes pas en mesure de l'appliquer. Naturellement, ceux qui vous ont fait confiance au départ peuvent vous les retirer. C'est comme, par exemple, il y a François Hollande. Il a été accepté par la population française. Lors de son mandat, ils se sont rendus compte qu'il avait fait un mauvais choix. Avant même qu'il arrive au terme et à mandat, la population ne se reconnaissait plus en lui. Ce qui veut dire qu'il avait perdu la légitimité sociologique pendant qu'il était encore en fonction. Et cela a justifié son départ. Il a préféré ne pas postuler. C'est comme, on peut prendre, c'est comme Sarkozy. Sarkozy a été choisi
il a été bien élu, plébiscité pratiquement, mais à la fin, les gens n'ont pas voulu le reconduire, il est parti. C'est-à-dire que cette légitimité-là, sociologique, dans sa dimension sociologique, peut vaciller selon le temps. Par exemple, Mobutu était aimé, il était choisi, mais fort malheureusement, à une certaine époque, les gens ont commencé à le vomir. Et donc, la légitimité sociologique est une bonne chose en soi, mais elle doit être encadrée par la loi. Voilà pourquoi notre République a opté pour une légitimité rationnelle. Cette légitimité rationnelle veut dire quoi? Veut dire qu'on fixe le principe que d'abord, le mandat est de 5 ans. Celui qui est élu par la population est supposé être revêtu de la légitimité rationnelle, la légitimité sociologique. Et on fait de lui président. Il doit bénéficier du mandat de 5 ans. C'est-à-dire que sa légitimité est cristallisée dans 5 ans. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. Cette légitimité est cristallisée pour 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'acceptation du mandat, il y a le transfèrement de compétences et de pouvoir pour 5 ans par l'acceptation. Alors, qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la Constitution dit? Il faut que celui qui veut être président de la République, celui qui veut être député, celui qui veut être sénateur, celui qui veut être gouverneur, bourgmestre, maire de la ville, doivent être élus. Et il y a l'élection directe et indirecte. Mais on dit le mandat est de 5 ans. C'est-à-dire que lorsque vous transférez le pouvoir d'agir à une personne, cette personne doit bénéficier de 5 ans. Cela ne veut pas dire que les personnes qui l'ont aimé au départ vont continuer à l'aimer jusqu'à la fin. À cause qu'on l'a aimé au départ, mais à la fin on les rejette. Comme aussi il peut être moins aimé au départ et être aimé à la fin. C'est justement ça, la dimension sociologique. Elle vacille. Elle évolue en temps de si. Elle vacille selon les circonstances, selon les conjonctures. Ces éléments-là sont essentiels pour que tu comprennes ce que je veux dire. Alors, cette légitimité rationnelle a 2 dimensions. Il y a la dimension quantitative, la dimension quantitative et la dimension qualitative. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la dimension quantitative, on tient compte du nombre. Mais la dimension qualitative, on tient compte de la loi, la conformité à la loi. Ce qui fait que ça justifie la création de 2 instances. L'instance technique qui est censée constater la dimension quantitative et l'instance juridique qui est censée constater la dimension qualitative. Et les deux, approche sociologique, l'autre l'approche juridique. C'est ce qui fait que nous avons la CENI et nous avons la Cour constitutionnelle et le cours d'appel. Les 2 niveaux, que nous devons atteindre cet objectif-là. Cet objectif, il y a une légitimité légale. Parce qu'ils ne veulent pas se documenter. Nous avons créé la CENI pour constater le nombre de voix obtenues. C'est-à-dire ce qu'on va dire la constatation de la légitimité. Dans la légitimité rationnelle, nous avons dit il y a 2 dimensions. La dimension sociologique et la dimension légale ou constitutionnelle. La dimension juridique. La CENI a pour mission de constater la légitimité. C'est-à-dire que c'est lui qui obtient plus de voix. Mais la Cour constitutionnelle et le cours d'appel sont chargés de constater la légalité de la légitimité. Ce qui veut dire qu'il y a 2 dimensions. Dans l'approche quantitative, cette approche quantitative a aussi une dimension légale. Attention, il faut vous comprendre ici. A aussi une dimension légale. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de la légitimité, c'est l'acceptation par le peuple. Je vous donne juste un cas. Nous avons pu organiser les élections en 2018. La population congolaise était estimée à près de 90 millions d'habitants. Le nombre d'enrôlés était estimé à 45 millions d'enrôlés.
le nombre de suffrages valablement exprimés était estimé à 18 millions. Le mathématicien comprend directement qu'il y a un grand écart. C'est-à-dire que la population est estimée à 90 millions. La loi prévoit que ne peuvent participer au vote que ceux qui résident ici, ceux qui sont congolais, ceux qui ont l'âge de la maturité, mais attention, ceux qui se sont fait enrôler. Ce qui veut dire que la loi elle-même prévoit les mécanismes pour réduire le nombre de participants au vote. Pas parce que Ezali correspond à besoin sociologique, non, mais parce qu'Ezali correspond à besoin légal. 90 millions de Congolais, l'acceptation sociologique voudrait assez que vous soyez aimés par la majorité des Congolais. Ça, c'est la dimension sociologique. Mais la dimension légale voudrait assez que vous soyez choisis, que vous ayez plus de voix que ceux qui sont vos challengers. Ce qui fait que 90 millions de Congolais, Bazali, mais 45 millions qui répondent à la norme de la loi parce qu'il va se faire enrôler. Mais lorsque nous allons au vote, l'abstention est considérée comme vote. Mais attention, pas vote pour sanctionner positivement ou négativement l'élu, mais vote pour sanctionner le processus électoral. Les gens ont refusé. Mais dans le cas de l'espèce de la loi ne tient pas compte des abstentions, mais la loi tient compte de suffrages valablement exprimés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui qui aura plus de voix ou ceux qui auront plus de voix que les autres, conformément à la loi, Ezali Bangonde va la proclamer élu. Ce qui fait que le 21 candidats au Bazara qui est à la présidentielle, tous basent 18 millions de voix. 18 millions, tous réunis, basent 18 millions de voix. Bateau Bazara qui va candidat député, Bazara qui ceux qui 18 000 candidats, tous basent 18 millions de voix. Bateau Bazara qui va député provinciaux, Bazara qui ceux qui 20 combien de mille, Bangonyon se va bénéficier dans ces voix. C'est-à-dire qu'il n'y a eu que 18 millions de personnes qui ont participé au vote. C'est-à-dire que même si quelqu'un pouvait avoir 18 millions de voix, cette personne sur le plan sociologique ne pouvait pas être légitime. Sur le plan sociologique, je l'ai dit, ne pouvait pas être légitime. Vous savez pourquoi? Parce que si vous prenez le 90 millions, vous comparez avec 18 millions, ça représente pratiquement 20% sur le 80 au voté. Sur le plan sociologique, celui qui obtient 18 millions et 20% n'est pas légitime. Parce que là, nous sommes dans une approche quantitative. Or, M. Félix Tshisekedi, bien que Nanga avait fait de lui président, n'a pu obtenir d'après Nanga que 7 50 000 voix. Ce qui veut dire que si vous comparez le nombre de voix obtenues par M. Félix Tshisekedi, vous le comparez au nombre de voix à bateau et suffrage valablement exprimé, vous vous rendez compte que M. Félix Tshisekedi a obtenu moins de 50% de voix valablement exprimées. Mais lorsque vous comparez le nombre de voix obtenues par M. Félix Tshisekedi, par rapport à nombre de voix, à nombre d'électeurs, bateau qui a enrôlé, vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi a moins de 5%, il y a bateau qui enrôlé. Et naturellement, beaucoup se rendent compte que cette légitimité, s'il était réellement élu, ne pouvait pas être que sociologique. Puis il y avait une volonté de la loi. La volonté de la loi voudrait quoi? Que celui qui est élu le soit parce que la population lui transfère le pouvoir d'agir, mais attention, conformément à la loi. Ça, c'est l'idée du constituant. Et je peux vous le démontrer. Lorsque vous lisez l'exposé des motifs, vous lisez les préambules de la Constitution, vous lisez l'article 5 de la Constitution, vous lisez l'article 70 de la Constitution, vous lisez les articles relatifs, il y a élection, il y a gouverneur, il y a bourgmestre, vous allez vous rendre compte que la fixation est la loi. Et le rôle de la CENI, c'était quoi? De constater la légitimité sur base de la loi numérique. C'est-à-dire que celui qui a plus de voix que les autres est élu. En 2006, nous avons un mécanisme
il y a jauger niveau, il y a légitimité à deux niveaux. C'est-à-dire que vous allez au premier tour, s'il y a personne qui obtient la moitié de voix, vous revenez au second tour. Mais attention, au premier tour, il faut avoir 50%. Mais au deuxième tour, il faut avoir plus de voix. Or, en 2006, on avait pratiquement dans le 22 millions d'enrôlés, mais il n'y a eu que 16 millions de personnes qui auraient participé au vote. M. Bemba et M. Kabila n'ont pas pu avoir 11 millions d'enrôlés, 11 millions de suffrages valablement exprimés, déjà séparément. Et que ça, que na deuxième tour, M. Kabila a obtenu plus de voix alors qu'il y avait plus d'abstention. À cette époque, la population était estimée à 67 millions. Si vous comparez le nombre de voix obtenues par M. Kabila à l'époque, vous le comparez au nombre de voix des gens qui ont voté contre lui au premier tour, vous allez vous rendre compte directement que M. Kabila n'a pas bénéficié de la légitimité sociologique. Alors, les choses ont évolué. Tout le moins des deux tours, tu as commis à un seul tour. À un seul tour, qu'est-ce que nous avons constaté? M. Kabila, qui était en compétition, en challenge avec les autres, n'a pas pu obtenir 10% de la population congolaise. Justement parce que le nombre d'enrôlés, bien que Kolaki a 32 millions, pratiquement 32 ou 34 millions, M. Kabila n'a pas pu avoir près de 50%, mais à l'écart qui, au regard de l'exigence de la loi, parce que la loi voulait assez que c'est lui qui obtient plus de voix, quel que soit le nombre de votants, la personne passe. Et en 2018, c'était encore grave. Très grave. Monsieur Félix Sekedi avec 7 50 000 voix, parce qu'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de statistiques, il n'y a aucun document sous-bassement où il faut justifier. Mais lorsque vous prenez 7 50 000 voix, vous comparez à 45 millions d'enrôlés, vous comparez à 100 millions de la population, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait que la dimension légale qui pouvait justifier cela, bien qu'il a triché. Ce qui veut dire que l'objectif de la Constitution est de constater la légitimité du pouvoir, mais attention, conformément à la loi. Alors, la CENI est là pour constater le nombre de voix. Qu'est-ce que la CENI fait? La population, d'abord, doit opter pour les élections. La population doit se faire enrôler. À qui on se fait enrôler? On nous donne le nombre, 45 millions d'enrôlés. Deuxième étape, cette population doit jeter son dévolu sur le personne de son choix. Il y avait une seule CENI pour le même jour, le même calendrier, le même bureau, le même personnel, pour organiser l'élection législative nationale, législative provinciale et présidentielle. Il y avait une seule machine qui imprimait et il y avait un seul bulletin de vote avec 3 coupons. La population vote. À qui qu'on votait? A voté candidat des présidents de la République, a voté candidat député national, a voté candidat député provincial, a confirmé en haut la machine, il lance l'impression, on imprime, on compte une voix pour le président, une voix pour les députés nationaux, une voix pour les députés provinciaux. C'était comme ça que nous avons pu passer les élections. Qu'est-ce qui s'est fait? On se rend compte que la majorité de la population avait refusé de voter. Et Félix Tshisekedi et les candidats Yamouka et les candidats FCC, la majorité de la population a refusé. Aboyi Batu Nyonsoana. Yango Moni, sur 45 millions d'enrôlés, on a pu enregistrer que 18 millions de personnes qui auraient participé au vote. Ce qui veut dire que cette légitimité n'avait pas d'autre soubassement que le soubassement légal. Cette réalité relance les débats sur la définition à Max Weber. Parce que sur le plan charismatique, personne d'entre ces candidats n'a pu obtenir l'assentiment de tout le monde. Mais sur le plan légal, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? C'est lui qui est élu, s'il y avait réellement des élus, c'est lui qui est élu dans le contexte et à l'égalité, bénéficie de la légitimité stable pendant 5 ans. Parce que là, qu'est-ce que l'on constate?
on constate que bien évidemment, ceux qui n'ont pas participé au vote sont soumis à la loi. La loi dit, vous êtes élu, quel que soit le nombre de voix obtenus, si vous obtenez plus de voix que les autres, vous êtes considéré élu. Et tous ceux qui n'ont pas participé au vote ne peuvent pas venir revendiquer ces droits. Votre légitimité ne peut pas être contestée. Mais attention, cette légitimité est limitée dans le temps. Cette légitimité légale est limitée dans le temps. Ce qui fait que la légitimation du pouvoir par les élections est limitée dans le temps du mandat. Ne peut avoir le pouvoir dans l'État que celui qui a bénéficié de la légitimité sociologique conformément à la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sortir la légitimité en dehors de la loi. Parce que là, nous sommes dans la légitimité rationnelle. On n'est pas dans la légitimité charismatique. Et la seule personne qui peut transférer le pouvoir dans l'État, c'est le peuple. Et nous sommes tous d'accord. Alors, et là, la Cour constitutionnelle est là pour constater la légalité de la légitimité. C'est-à-dire que la légitimité dont parle la CENI a été constatée conformément à la loi. La Cour constitutionnelle doit constater la légalité de la légitimité. C'est-à-dire que celui qui est élu conformément à la loi doit être confirmé par la Cour constitutionnelle. Il y a un moment tout ça là, la CENI qui constate la légitimité sur la base de la loi quantitative, publie ses résultats provisoires. Et la Cour constitutionnelle et le Cour d'appel doivent certifier que cette légitimité provisoirement publiée est conforme à la loi. Naturellement, si celui qui est conforme, celui qui a été publié, président ou député, conformément à la CENI, il faut que cela soit conforme à la loi. Et si ce n'est pas conforme si cela n'est pas conforme à la loi, eh bien, qu'est-ce qui s'est fait? La Cour constitutionnelle doit annuler. La Cour constitutionnelle doit annuler la publication. Soit en faveur d'un candidat qui serait élu, ou soit en annulation du processus électoral. C'est ça l'idée. Ce qui fait que la stabilité institutionnelle dépend de la légitimité, et cette légitimité dépend de la constatation du respect de la loi. Toute publication faite en dehors de la loi met en mal le processus électoral. Toute publication faite par la CENI en dehors de la loi met en mal la constatation de la légitimité. Parce que la finalité de tout, c'est de faire en sorte que la personne qui sera élue soit choisie par le peuple. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Les gens pensent, certaines personnes pensent que l'on peut se garantir de la légitimité que lorsqu'on aura les élections à 2 tours. Moi, je ne suis pas convaincu par les théories avancées par ces gens-là. Je veux juste vous les démontrer. En 2006, on était dans un système à 2 tours. C'est-à-dire que Tokena Kiliboso avec 31 candidats, et après Totika il a 2 candidats. Ce n'est pas toute la population qui avait participé au vote. Seuls ceux qui étaient enrôlés qui pouvaient participer au vote. Et le taux d'abstention était important. Dans le premier tour comme dans le deuxième tour. Le nombre de voix obtenues par Kabila dans le premier tour, Dixit Abe Malumalu, apparaissait supérieur dans le premier tour. Mais attention, le nombre de personnes qui ont voté contre Kabila, plus le nombre de personnes qui se sont abstenues, est largement supérieur au nombre de voix obtenues dans le deuxième tour. Ce qui veut dire que la légitimité ne peut pas être prise dans sa dimension sociologique. Et M. Kabila n'était pas pour autant légitime. N'était pas pour autant légitime sur le plan sociologique. Mais à l'écart qui quand même, et puis ce qu'on tali,
na ba élection wana, le deuxième tour n'a pas joué en tant que tel. Ne pensez pas que le premier tour et le deuxième tour est l'essentiel pour constater la légitimité. Non. Ce qui est plus important, c'est la qualité des élections. Ce n'est pas le nombre de tours, c'est la qualité des élections. C'est-à-dire qu'il faut que tu vas se rassurer que le nombre de voix obtenus reflète la sincérité du scrutin, ça reflète la vérité des urnes. Il faut que ceux qui ont été élus le soient réellement. Parce qu'une voix du peuple, c'est une décision du souverain. Il faut que l'on sorte de cette conception-là, de penser que non, deux tours, non, non. La légitimité ne vient que par le fait qu'on a respecté le choix de la population et la personne qui est proclamée élue a obtenu plus de voix. Nous sommes dans la légitimité rationnelle, parce que dans la légitimité charismatique, on ne pouvait pas avoir toutes ces réalités-là. Dans la légitimité rationnelle, on voudrait assez que les choses se fassent conformément à la loi. Et voilà pourquoi nous avons deux instances. La CNI et la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a un rôle. En dehors de la Cour constitutionnelle, il y a le cours d'appel. Pour qui par députés provinciaux à niveau assez. Mais la Cour constitutionnelle a des députés nationaux, n'a président de la République. Ça, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que les deux institutions sont liées par la loi. Pas seulement la loi de l'État, mais même la loi morale. Les deux institutions sont liées dans ça. Mais attention, ce sont les institutions qui sont liées. Mais le comportement des animateurs dépend de cette dimension morale qui échappe à la loi du pays. C'est-à-dire que vous trouvez, il y a des gens qui assument de fonctions d'État, mais qui sont au service des individus contre les intérêts de la population. Et dans ces cadres-là, il nous sera difficile de résoudre la crise de légitimité. Comment pouvez-vous expliquer? La loi parlait de la publication des résultats sur base de procès-verbaux. Ça, c'est la loi. Maintenant, on a publié les résultats sur base de la clé ISB, qui était déjà en dehors de la Constitution. Mais la Cour constitutionnelle a validé. Au lieu de contester l'illégalité de la légitimité, la Cour constitutionnelle a validé sans soubassement. Sans soubassement, la Cour constitutionnelle a validé. Et les gens pensent que pour que va contester l'élection, il faut que nécessairement qu'il y ait un contentieux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne déposer les preuves. Non, l'esprit de la Constitution ne va pas dans ce sens. La Cour constitutionnelle peut annuler les élections quand bien même il n'y a pas de gens qui ont prouvé qu'il y a eu contestation. Parce que l'esprit de la loi est annulé. On envoie à la Cour constitutionnelle les éléments de preuve. Il y a processus électoral. Le procès-verbaux et les procès-verbaux qu'on envoie à la souplie fermée, on envoie à la CNI pour confronter ce que on envoie à la Cour constitutionnelle pour confirmer si la CNI a publié les résultats tels que les bureaux le veulent. Parce qu'il faut faire la part des choses. Ce sont les bureaux de vote qui envoient les plis. Et on confronte ça. Alors dites-moi, dans ce contexte, comment pouvons-nous parler de la légitimité? Toyoki, Tomoni, Tolani, depuis un certain temps, les gens parlent du calendrier électoral. Je voudrais premièrement rappeler aux uns et aux autres que lorsque M. Félix Tshisekedi Azaki na poto Malasuka voyage, je pense, posa qui est question ceux qui réellement ont intention à bosser à l'élection et pourquoi publier qui résultat, publier qui calendrier. Monsieur Félix Tshisekedi vous dit ceci. Monsieur Félix Tshisekedi vous dit que le calendrier n'était pas la priorité. La priorité était de connaître électeur. La priorité pour lui était, en tout cas désolé pour la makelele et en bois, et on a eu à Bobima et commis Azana pour ça bimsaye. Et fort malheureusement, moi va bimsaye non parce que il y a des choses qu'il faut préparer pour avoir vraiment mon boulot à 7 ans. Désolé. Monsieur Félix Tshisekedi vous a dit
on pouvait publier le calendrier même 2 mois avant les élections. Non, le calendrier électoral, il y a le quoi guide. Il y a ce qu'on appelle le vademecum. Il y a un monde qui permet les opérations à mener. Et ce calendrier demande à ce que l'on tienne compte de toutes les opérations avant, pendant et après le vote. Toutes les opérations, c'est ça le rôle du calendrier. On n'invente rien. C'est ça le rôle du calendrier. Avant, pendant et après. Et c'est sur base de ce calendrier qu'il y a ce qu'on appelle, il y a l'élaboration d'abord du budget, parce qu'on connaît les opérations, on a une idée du coût, et on envoie au niveau, il y a ministère, il y a budget, on envoie au niveau de l'Assemblée nationale pour que celle-ci a validé, et après, quand on a un budget, il y a processus électoral. Mais à partir de ça, le ministère a financé du budget, va élaborer le plan de décaissement en collaboration avec la CENI. Au regard de telles opérations, on doit commencer à décaisser telle période, pour qu'enfin, les opérations aient salement telles que Ezali Nakati a calendrier. Parce que le décaissement doit tenir compte de ça. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a des opérations qui ont été menées sans qu'il y ait les calendriers. Il y a des actions qui ont été posées sans que nous ayons les calendriers. Il y a les décaissements de fonds qui ont été effectués sans qu'il y ait les calendriers. Même pas un plan de décaissement. Parce que s'il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de plan de décaissement. On décaissait l'argent, il y a des opérations qui ont été menées. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a d'autres opérations qui ne sont pas reprises dans les calendriers. Il y a d'autres aussi qui sont déjà en exécution sans qu'il y ait les calendriers. Alors dites-moi, si les calendriers là, et kobima sikoyo, babimisa ngo siko ponane. Parce que va comprendre l'importance na yango, ou bien parce que balinga qui justement pour vous flouer par rapport aux d'autres enjeux. Alors, retenez ceci. Les calendriers des opérations ou les calendriers de toute action est assorti de contraintes. Tous ceux qui ont fait la programmation, tous ceux qui ont une idée sur la planification, le savent que tout plan, tout projet, tout programme est assorti de contraintes. Les contraintes d'Alini, et d'aller les conditionnalités pour atteindre l'objectif. Ce sont des conditionnalités. Lorsqu'on parle de contraintes, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous n'atteignez pas tel objectif, on n'atteindra pas tel objectif. Si vous n'arrivez pas à décanter telle situation, on n'arrivera pas à résoudre tel problème. Ce sont là les contraintes. Il n'y a rien dans le monde qui se fait sans contraintes. Pour simplifier l'analyse, un neveu veut se marier. Il estime, il évalue le coût. Il y a mariage. Il a besoin, désolé, il y avait un problème de connexion. Il a besoin de 2000 $ pour se marier. Première phase, 5000 $ pour se marier. Deuxième phase, 10 000 $ pour se marier. Troisième phase, et puis s'installer par la suite. 3000 $, ça vous fait 20 000. C'est-à-dire que son mariage est conditionné par la disponibilité de fonds. Il faut qu'il ait des encaisses pour arriver à atteindre cet objectif. Il y a la contrainte temps, parce que ça ne dépend pas que de lui. Il faut tenir compte des intempéries, il faut tenir compte de l'acceptation de la famille, de la femme. Tous ces éléments-là sont des contraintes. Même s'il arrive à avoir les 20 000 $ du coup, si la famille ne respecte pas, ne tempère pas dans son programme, calendrier Yapesi, naturellement, il ne va pas le faire dans le moment où il y a Lingui. Même s'il peut avoir la volonté, la famille accepte, lui-même est d'accord. S'il n'a pas d'argent, s'il n'a pas le moyen tel qu'il le souhaite, naturellement, il ne va pas se marier, il va se marier certainement, mais pas à la date prévue. C'est-à-dire que le conditionnalité, on va bien dire contrainte, et là pour définir ce que l'on peut faire. Or, la CENI n'est pas la seule instance qui est chargée d'organiser les élections. Attention, je vous l'ai dit, pas en tant que membre d'un parti politique, je vous l'ai dit en tant que mouton à saler économie. Je vous l'ai dit.
Et personne ne peut me contredire. L'organisation des élections n'a pas que l'aspect technique. Il y a aussi un aspect financier. Il y a aussi un aspect environnemental. L'environnement politique joue aussi. Attention, je vous l'ai dit, en connaissance de cause. Parce que très souvent, les gens pensent que lorsque l'ingénieur qui veut bâtir la maison manifeste la volonté de bâtir la maison va s'achever, on va achever la maison, la construction de la maison, na date où il y a le bilan. Non. Il peut aussi y avoir des intempéries qui empêchent à ce que ces jours-là, le travail s'efface. Ceux qui vont tenir compte de l'intempérité, beaucoup risquent de la surprise, la date est la plus facilité. Il y a moins lorsqu'on fait la planification, il faut tenir compte de toutes ces dimensions-là. Et le calendrier doit tenir compte de ça. Telle période, il y a un problème de pluie, même si tu as ça la cimère aussi matin, telle période, il y a un problème de ça, telle période, tout ça, et la pression populaire, certainement on peut avoir des troubles, et tout ça, le fournisseur, il y a des matériaux, à cause de l'empêcher. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte. Si vous ne le faites pas, vous serez buté à ces contraintes-là. Alors, la CENI vous dit qu'elle a l'intention d'organiser les élections. On vous présente un calendrier. Mais la question que je voudrais vous poser, ce calendrier n'est-il pas assorti de contraintes? Ces contraintes-là dépendent de lui, de M. Nanga Junior. Prenons l'exemple. Si vous dites qu'il y a une contrainte logistique, c'est-à-dire l'acquisition de matériel et le déploiement. Alors, si le déploiement qui doit s'effectuer pour conditionner l'enrôlement, si le déploiement est salami nanoté, toi dans un mois de décembre presque, parce qu'il nous reste que quelques jours pour que tout comme un mois de décembre. Ce qui est déploiement est salami nanoté. Le personnel Oyo Azakuna doit être mis à niveau. Pour apprendre comment utiliser le matériel. Ils doivent être formés. Recrutés d'abord, formés dans le domaine général et formés dans le domaine spécifique. Et salami, pour que l'équipement est comme Akuna. N'oubliez pas que nous sommes un grand pays. Hein? N'oubliez pas qu'il y a un problème de route. Hein? L'accessibilité. Hein? Faut pas oublier ça. N'oubliez pas que toi, la période de Moko Ezali, Mboule Betaka, c'est-à-dire que les routes, oh, Bango Basala qui cartographie, est dans la même état dans les lois. Hein? Dans d'autres groupes, pour que les équipements aient comme il faut un hélicoptère. Hélicoptère est ça. Dans ma place, il faut un avion et se déployer. Un avion Ezali. Il faut que un camion et quitte et même un camion est ça. Il faut que le personnel va à la former, va à la sécuriser. Est-ce qu'il va tenir compte de la bilo Koana? Et d'ailleurs, est-ce que Mbongo ya Rosala a Moïsa? Parce que les gens aujourd'hui semblent être contents. Le fait que va publier le calendrier. Non, mais le calendrier n'est qu'un chapelet d'intention. Le calendrier n'est pas l'action. Nous avons voulu que l'on publie les calendriers justement pour voir le point fort et le point faible de ce qui s'est fait. Mais aujourd'hui, nous pouvons vous démontrer que ce calendrier sera difficile d'appliquer. Et vous savez qu'est-ce qui s'est fait? Celui qui publie les calendriers se conforme à l'exigence technique, mais ceux qui vont accompagner l'application du calendrier vont prendre des décisions politiques. Ce qui veut dire que vous ne soyez pas surpris de voir que ces calendriers ne soient pas exécutés. Parce que ça ne dépend pas que de lui. Sur le plan Yabanzela, on ne va pas construire nos routes aujourd'hui. Les routes n'ont pas été construites. L'accessibilité dans certains coins du pays est d'aller très difficile. N'oubliez pas aussi qu'il y a une question sécuritaire qui peut être posée.
Ne pensez pas que la personne qui gère la CENI va gérer la question sécuritaire. N'oubliez pas non plus, il y a la volonté politique. Oh, et que bateau à pouvoir n'ont pas de raison d'organiser des élections à temps utile. Et naturellement, ce que vous voyez là, dans les réseaux sociaux, ne sont que des chapelets d'intention. Et je suis sûr et convaincu, même la personne qui a établi, qui a émise cet état, à sali ces calendriers-là, elle-même n'est pas convaincue de l'application de ces calendriers. Aza convaincu t'es. Mais à la Kissinabino que voilà, j'ai respecté ce qui a été convenu. Comme vous tous, vous avez fait une fixation sur la date des élections, il vous présente les élections, mais il ne fera pas. Est-ce que vous savez qu'en 2019, il y avait un calendrier électoral? En 2019, je dis bien, il y avait un calendrier électoral. Il y avait des fonds disponibles pour organiser les élections locales. Les élections n'ont pas été organisées. Il y avait un calendrier. Il y avait l'argent. Mais M. Félix Tshisekedi a décidé de saboter ces élections. A Boï organiser les élections. Alors qu'il avait l'argent. Vous pensez que la publication des calendriers rassure la qualité et la tenue des élections? Non. Non. Les calendriers, c'est juste un document technique pour nous conduire à atteindre l'objectif. C'est juste une sorte de caneva. C'est juste pour faciliter à Moutou, à Zakotala, l'opérationnalisation en tenant compte du chronogramme qui a été présenté. On doit établir les responsabilités, qui doit faire quoi, pour quel objectif, ce qui a été fait. Mais attention, la condition première, il faut que tout le moyen soit réuni pour que les calendriers soient exécutés. Alors, chers Congolais, je voudrais nous dire, nous exhorter, d'éviter de faire des choses par émotion. Parce que dans mon que tout le monde s'est emballé dans ça, les grandes questions telles que la question sécuritaire, le degré à haute trahison manifesté par M. Félix Tshisekedi, qui nous a emmenés dans EAC avec les conséquences qui en résultent. Lorsque Monique et Toza Kolobela, et mais ce calendrier, personne ne peut vous rassurer que le calendrier sera exécuté. Même celui qui a établi le calendrier ne peut pas le dire. Alors, pensez-vous vraiment que M. Félix Tshisekedi a l'intention d'organiser les élections à temps utile? Pensez-vous vraiment que M. Félix Tshisekedi a l'intention d'organiser de bonnes élections? Est-ce qu'il y a il a une offre politique? Est-ce que lui-même est consommable? Est-ce qu'on peut consommer un produit comme Félix Tshisekedi? Politiquement, peut-on consommer un produit comme ça? Voilà pourquoi je vous exhorte, chers Congolais, arrêtez de vous distraire. Le processus électoral est amabé. La Cour constitutionnelle, déjà, elle est très courte. La CENI, elle est caporalisée. Pensez-vous vraiment que vous aurez de bonnes élections? Si nous n'avons pas de bonnes élections, ce qui veut dire qu'on ne va pas atteindre la finalité. On n'aura pas la légitimité telle que souhaitée. Et la conséquence, c'est quoi? On va tourner en rond. Je vous exhorte, sincèrement, de mettre plus d'énergie pour que tu recouvres d'abord la souveraineté du peuple. Je vous exhorte de conjuguer bisognon sur l'effort pour enclencher la révolution. Article 64. Parce que je vois déjà de loin, beaucoup d'entre vous seront déçus. Je vous dis, alors si les gens ne veulent pas comprendre cela, je suis désolé. Mais moi, j'ai fait ma part en tant que patriote, en tant que nationaliste, en tant que fils de ce pays, en tant que descendant de la grande notabilité de l'Équateur, j'ai fait ma part. Je vous dis, attention, maramnenge ekende eke mabe. Maramnenge ekende eke mabe. Et ceux qui vont comprendre en côté, vont comprendre en après. Mais moi, j'ai fait ma part.
Alors, lèvons-nous et bâtissons sur votre parti. Tout ça, vous manifester votre volonté à changer les choses. Bon, ça, c'est que tous ensemble, unis, tout bunda, tout ça, c'est que les choses changent pour l'intérêt de tous. Parce que si nous ne le faisons pas, nous serons perdus. Et vous allez comprendre que ça soit les nominations, que ça soit les accords signés na Luanda, nous sommes conjugués vers un seul objectif: maintenir Félix Tshisekedi à la tête du pays en violation de la volonté du peuple. Alors, voulez-vous continuer dans ces contextes-là? Voulez-vous vraiment vivre dans ces contextes-là? Voulez-vous imposer aux générations futures d'avoir de mauvaises élections? Je ne pense pas. Alors, lèvons-nous. Lèvons-nous, venez, adhérez massivement, adhérez massivement dans les battes, venez nombreux, ensemble nous allons nous battre pour que nous imposions les changements, un changement radical. Je crois que c'était ça le combat, et je crois que c'était ça l'essentiel. Nous avons fait passer le message, et nous pensons que, ensemble avec vous, nous relever des défis. Et d'ailleurs, je lance un débat à tous ceux qui peuvent dire, tous ceux qui peuvent avoir une autre vision, une autre pensée, et comme ça, ensemble, on va faire en sorte que les choses changent pour l'intérêt de tous. Voilà. Alors, s'il y a des réactions, sinon, on peut évoluer. S'il y a des réactions, y a-t-il des réactions? Voilà. Je crois que l'essentiel est fait. Merci à vous. Merci en tout cas pour l'accompagnement. En dehors de la révolution, il n'y a pas d'autre solution. Et là, c'est la vie de toute une nation qui en dépend. Merci de m'avoir suivi. Et je demande d'ailleurs à tout le monde de s'abonner massivement à Elonja TV, là où nous faisons beaucoup de vidéos. Et c'est presque chaque jour, à partir de 18h45. S'abonner et vous allez bien pour tout le monde. Et ensemble, on va essayer de réfléchir sur des grandes questions. Bye. Merci.